Comment la quatrième économie d'Asie, championne des semi-conducteurs, patrie de Samsung, Hyundai, LG, peut-elle se retrouver piégée par le prix d'un litre d'essence? On parle d'un géant industriel qui produit un tiers de tous les puces électroniques dans le monde, de la nation qui construit les navires-citernes transportant la moitié du pétrole mondial, et pourtant, il aura suffi de 2 semaines pour que son plafond des prix du carburant s'effondre. Un plafond, décidé dans l'urgence pour tenter de contenir la flambée des prix à la pompe. Mais voilà, 13 petits jours plus tard, ce plafond est déjà relevé. Et d'ici 2 semaines, il le sera encore. En fait, ce que personne n'ose vraiment dire, c'est que la Corée du Sud, malgré toutes ses prouesses technologiques, malgré ses 500 milliards de dollars de budget, n'arrive même pas à maintenir un prix stable pour un bien aussi vital que l'essence. Pourquoi? Parce que la racine du problème ne se trouve ni dans les marchés financiers, ni dans une mauvaise gestion locale. Non. Tout commence, ou plutôt tout coince, dans un goulet d'à peine 54 km de large, le détroit d'Ormuz. Vous imaginez? Une étroite bande d'eau, coincée entre l'Iran et Oman, où chaque jour passent des dizaines de supertankers, véritables artères vitales pour la Corée, mais aussi pour l'Asie et l'Europe. Plus de 70% du pétrole coréen vient du golfe Persique, et tout transite par là. C'est comme si l'économie entière d'un pays suréquipé était suspendue au bon vouloir d'un passage maritime. Ce qui ressemble à une crise locale à Séoul révèle en fait une faille béante dans l'architecture énergétique mondiale. Diversifier ses fournisseurs? Oui. Mais si tout doit de toute façon passer par Ormuz, la chaîne ne vaut guère plus que son maillon le plus faible. Pendant que la Russie, elle, alimente discrètement ses clients par voie terrestre, sans craindre ses goulets d'étranglement. Alors, ce n'est pas qu'une question de prix à la pompe. Ce qui est en jeu, c'est la stabilité économique de pays entiers, la sécurité énergétique et même votre pouvoir d'achat. Si l'on ne comprend pas d'où vient vraiment cette vulnérabilité, on risque de sous-estimer son impact, jusque dans notre quotidien. Pour comprendre pourquoi un simple détroit peut faire vaciller l'économie sud-coréenne, plongeons ensemble dans les coulisses de cette crise. Le plafond des prix, solution miracle ou pansement sur une hémorragie. En mars 2006, la Corée du Sud se retrouve face à une crise énergétique sans précédent. Le gouvernement tente alors une manœuvre de la dernière chance, plafonner le prix du carburant à 1724 won le litre. Une décision qui, sur le papier, semble protéger les consommateurs, mais qui en réalité va vite montrer ses limites. En seulement 2 semaines, la situation dégénère. Les stations-service affichent une hausse de 12%, forçant les autorités à relever le plafond à 1934 won. Quelques jours plus tard, c'est la stupeur. Les prix dépassent le seuil psychologique des 2000 won le litre. À ce moment-là, le gouvernement l'admet ouvertement. Il est incapable de garantir la situation au-delà de 14 jours. L'incertitude s'installe, l'angoisse grandit. Mais pourquoi une telle fragilité? Tout commence par un chiffre simple et implacable. La Corée du Sud dépend à 90% du pétrole importé. Et ce pétrole vient, pour l'essentiel, du Moyen-Orient, plus exactement des pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït ou le Qatar. Et il y a surtout un détail qui change tout. Près de 70% de ces importations transitent par un seul goulot d'étranglement, le détroit d'Ormuz. Long de 54 km à peine, ce couloir maritime voit défiler des tankers l'un derrière l'autre, comme des wagons sur une voie ferrée. Tant que la route reste ouverte, aucune inquiétude. Mais dès qu'elle se ferme, c'est la panique. La structure même de l'industrie sud-coréenne aggrave le problème. Les plus grandes raffineries du pays, SK Energy, GS Caltex, Hyundai Oil Bank, sont calibrées pour traiter exclusivement le pétrole du Moyen-Orient. Impossible de changer de brut du jour au lendemain, c'est comme vouloir faire rouler un moteur diesel avec de l'essence. Pire encore, l'un des principaux raffineurs, S-Oil, est directement lié à Saudi Aramco. Saoudiens et Coréens ont optimisé la chaîne de production, à condition que le pétrole arrive. Sinon, toute l'architecture s'effondre. Dans l'urgence, le gouvernement sud-coréen n'a d'autre choix que d'introduire ce fameux plafond sur les prix du carburant. Mais qu'apporte-t-il concrètement? Il ne crée pas de pétrole, il n'ouvre pas le détroit,
il ne remplit pas les tankers. Il ne fait que décaler le problème. Il impose que la différence entre le prix du marché et le prix payé par le consommateur soit absorbée par quelqu'un. Par les raffineurs, qui vendent à perte. Ou par l'État, qui doit puiser dans son budget pour subventionner. Dans tous les cas, la ressource n'est pas infinie. Les chiffres donnent le vertige. La Corée du Sud consomme près de 2,5 millions de barils de pétrole chaque jour. Chaque jour de fermeture du détroit fait exploser la facture énergétique du pays. Le gouvernement se retrouve piégé dans une spirale infernale. Relever le plafond toutes les 2 semaines, combler le déficit, voir le marché mondial s'affoler. Impossible de tenir indéfiniment un tel rythme. Ce qui est en jeu? Rien de moins que la stabilité économique du pays, la sécurité des approvisionnements, le pouvoir d'achat des familles et l'équilibre budgétaire de l'État. Continuer à ignorer la dépendance structurelle de la Corée revient à colmater une brèche sur un navire qui prend l'eau de toutes parts. À terme, c'est la crise assurée. Mais d'où vient vraiment cette vulnérabilité et pourquoi les alternatives ne fonctionnent-elles pas? Un goulet d'étranglement de 54 km peut-il vraiment immobiliser la 4e économie asiatique? La réponse, aussi vertigineuse qu'inquiétante, c'est oui. En Corée du Sud, l'échec du plafonnement des prix carburants n'a rien d'un simple bug de politique intérieure. C'est le symptôme d'une ultra-dépendance qu'on a tous préféré ignorer. 70% du pétrole sud-coréen arrive du golfe Persique et chaque baril traverse le détroit d'Ormuz, ce minuscule corridor maritime, aujourd'hui au cœur de toutes les tensions. Les grandes raffineries du pays, SK, GS Caltex, Hyundai Oil Bank, sont calibrées pour transformer précisément ce pétrole moyen-oriental. On ne le remplace pas du jour au lendemain. Alors, lorsqu'un événement majeur, des frappes américano-israéliennes suivies d'une riposte iranienne, forcent la fermeture d'Ormuz, c'est tout le système qui s'arrête net. Pourquoi? Parce que sans assurance, aucun tanker ne quitte le port. Les flux pétroliers s'évaporent comme par magie. Résultat immédiat. Ni subvention, ni plafond ne peuvent faire réapparaître du pétrole qui n'existe plus. L'État peut bien tenter de limiter la casse, déplacer le fardeau sur les entreprises ou injecter des milliards dans des aides d'urgence. Rien n'y fait. La consommation sud-coréenne, c'est 2,5 millions de barils par jour, et chaque journée de fermeture creuse un déficit énergétique de plus en plus insoutenable. Regarder les prix à la pompe, c'est voir la mécanique de pénurie se dévoiler en temps réel. On ne peut pas régler une pénurie physique par la régulation des prix. C'est aussi simple et aussi brutal que ça. Quand le robinet se ferme à la source, les files d'attente s'allongent, la production industrielle ralentit, le pouvoir d'achat s'effondre. Les subventions achètent du temps, mais pas une goutte de pétrole de plus. Pire encore, en tentant d'amortir le choc chez les consommateurs, on fragilise l'État ou les groupes pétroliers. On reporte le problème sans jamais le résoudre. Les stocks stratégiques, eux, ne suffisent que quelques semaines. Après, c'est l'inconnu. Et ce n'est pas qu'une crise sud-coréenne. Elle met au jour une faiblesse que partagent tous les pays d'Asie du Nord-Est et, de plus en plus, l'Europe. Parce qu'en croyant diversifier leurs fournisseurs, ils ont oublié de diversifier les routes. Le pétrole du Golfe, qu'on l'achète à l'Arabie Saoudite, au Koweït ou aux Émirats, passe toujours par la même faille géopolitique. Un missile, une décision politique, un accident, et c'est toute la chaîne d'approvisionnement qui s'effondre. Ce qui est en jeu n'a rien d'abstrait. Sans diversification réelle des routes, chaque nouvelle crise dans la région d'Ormuz peut paralyser l'économie, faire s'envoler les prix, miner la compétitivité industrielle et, in fine, appauvrir des millions de personnes. On a remplacé une dépendance, celle à la Russie, au pétrole ou au gaz par pipeline, par une autre, bien plus risquée, car concentrée sur un unique point de passage. En Corée, on pensait que le marché s'adapterait, que la flexibilité compenserait tout. Mais la réalité, c'est que l'industrie ne peut pas transformer ses chaînes de raffinage à la vitesse d'un tweet, ni réinventer la géographie du jour au lendemain. Dans ce contexte, le plafonnement des prix n'était qu'un sparadrap sur une hémorragie mondiale. Mais la Corée du Sud n'est qu'une pièce du puzzle. Que révèle vraiment cette crise sur l'architecture énergétique mondiale? Et si toute la sécurité énergétique occidentale reposait sur une simple bouteille à goulot étroit? Imaginez,
21% du pétrole mondial et un tiers du gaz naturel liquéfié transitent par un corridor large d'à peine 54 km, le détroit d'Ormuz. Un goulet d'étranglement, littéralement, dont la moindre perturbation se répercute, enchaîne, sur toute la planète. Ce n'est pas de la théorie, c'est la réalité brutale que la Corée du Sud vient de vivre avec l'échec du plafonnement des prix du carburant. Mais ce qui frappe, c'est que la Corée n'est pas seule. Le Japon, l'Inde, la Chine et même l'Europe, tous voient leur stabilité énergétique suspendue au bon vouloir de ce passage maritime. Prenons un instant pour observer la mécanique de cette dépendance. Lorsqu'Ormuz se grippe, que ce soit par conflit, menace terroriste ou simple tension géopolitique, le choc est immédiat. Les navires sont bloqués, les assurances flambent, les tankers attendent, et c'est la file d'attente à la pompe en Corée, la facture qui explose pour les consommateurs européens, les industries japonaises qui comptent à leur perte, l'Inde qui s'inquiète pour son électricité et la Chine qui s'arrache les cheveux pour sécuriser ses importations. Mais le plus ironique, ce ne sont pas les États-Unis, pourtant à l'origine de nombreuses décisions géopolitiques, qui paient la facture la plus lourde. Non, ce sont leurs alliés, ceux qui ont suivi, souvent contraints, les stratégies de diversification énergétique et de sanctions. Car diversifier ses fournisseurs, sur le papier, c'est séduisant. On multiplie les contrats avec le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats, on surenchérit pour acheter du gaz américain, on investit des milliards dans des terminaux de GNL. Mais, sur la carte, c'est implacable. Tous ces flux finissent par converger vers une seule route maritime, Ormuz. Au final, l'Europe, en sacrifiant le gaz russe pour se tourner vers le Moyen-Orient et l'Amérique, n'a fait que remplacer une dépendance par une autre, tout aussi risquée, mais plus difficile à contrôler. Et pendant que l'Occident découvre la fragilité de cette architecture, la Russie, elle, récolte les fruits d'une stratégie inverse. Ces hydrocarbures parcourent des pipelines terrestres protégés des tensions maritimes. Ni le détroit d'Ormuz, ni aucun autre choke-point maritime ne menace la stabilité de ces exportations. Vers l'est, ces oléoducs filent directement en Chine. Vers l'ouest, ils contournent les conflits via la Turquie ou la Biélorussie. Au sud, la route caspienne offre une alternative robuste. Même le gaz liquéfié russe, depuis les projets arctiques, prend le large par le nord, évitant toute zone sensible du Moyen-Orient. Résultat, la Russie reste le seul fournisseur de grande ampleur dont les flux ne sont pas conditionnés par ce maudit goulot d'étranglement. Ce modèle, basé sur la résilience et la prédictibilité des routes terrestres, contraste cruellement avec la stratégie occidentale. Tout misé sur des tankers, des assurances hors de prix, des escortes militaires, et surtout, sur la paix éternelle dans une zone historiquement instable. L'instabilité d'Ormuz n'est pas une abstraction. Elle déstabilise la croissance, fragilise la sécurité nationale et expose littéralement des millions de citoyens à la volatilité des prix, à l'angoisse de la panne sèche ou de l'usine qui ferme. En 4 ans, des milliards ont été investis pour contourner la Russie, et tout s'est retrouvé suspendu à un fil, en l'espace de quelques semaines. Ce n'est pas seulement un échec politique ou économique, c'est une leçon de géographie stratégique. On a voulu échapper à la dépendance d'un pays pour se retrouver otage d'un couloir marin. Et lorsqu'il se ferme, il n'y a ni discussion, ni négociation. L'onde de choc est immédiate et mondiale. Alors, face à cette spirale de vulnérabilité, existe-t-il une porte de sortie? Peut-on rebâtir une architecture énergétique vraiment résiliente? C'est ce que nous allons explorer tout de suite. Et si le véritable pouvoir, ce n'était pas le pétrole ou le gaz, mais le contrôle des routes, c'est là que tout bascule. Pendant des décennies, la Russie a discrètement tissé un réseau de pipelines terrestres, diversifié, résilient, capable de contourner la moindre tempête géopolitique. Pas besoin de convois maritimes, de tankers sous escorte ou d'assurances faramineuses. Le brut russe file vers la Chine à l'est, vers l'Europe via la Turquie et la Biélorussie à l'ouest, vers le sud par la mer Caspienne, et même le GNL arctique trouve son chemin par la route du Nord, loin de tous les points chauds du Moyen-Orient. Face à ça, que reste-t-il à la stratégie occidentale? Une dépendance massive au transport maritime, concentrée sur un seul goulot d'étranglement,
le détroit d'Ormuz. Une voie où la fluidité du commerce énergétique repose sur la paix ou sur la chance. Aujourd'hui, la moindre tension, le moindre incident suffit à dérégler tout l'équilibre mondial, provoquant la panique sur les marchés, des hausses de prix insoutenables et une incertitude permanente. Pendant que la Corée du Sud relève son plafond de prix de l'essence tous les 13 jours faute de visibilité, pendant que l'Europe s'empresse de remplir ses stocks de gaz dans l'urgence la plus totale, la Russie, elle, continue d'exporter comme si de rien n'était. Les sanctions. Elles n'ont pas mis à genoux Moscou. Elles ont surtout mis à nu la vulnérabilité structurelle de ceux qui croient que multiplier les fournisseurs, c'est se protéger, alors que tous les flux passent par la même porte. Le choix qui s'impose, en réalité, n'est pas qu'une question de prix du baril ou de volume importé. C'est un choix de souveraineté stratégique. Pipeline terrestre ou tanker maritime. Soit on maîtrise sa route, soit on la subit. Car tout plafond de prix, toute politique de subvention, ne fait que masquer temporairement une hémorragie. Si la route physique de l'énergie n'est pas sûre, aucune mesure financière ne pourra jamais garantir la sécurité énergétique. Et c'est bien là toute la leçon. L'architecture actuelle expose l'Occident et l'Asie à la répétition sans fin des crises. Tant que la logique du tout maritime prévaut, chaque choc, chaque tension autour d'Ormuz ou ailleurs se traduira par une nouvelle flambée des prix, par la précarité énergétique des ménages, par l'affaiblissement de l'industrie et par la fragilisation de la stabilité mondiale. Ne pas repenser cette architecture, c'est accepter de vivre en apnée, au rythme de la prochaine crise, condamné à bricoler des plafonds ou à voter des aides d'urgence. Au fond, la vraie question n'est plus « combien coûte le litre à la pompe ?», mais « qui contrôle les routes ?» Ce sont elles qui font la pluie et le beau temps sur l'économie mondiale. Les pays qui gardent la main sur leurs flux terrestres, ceux qui investissent sur la résilience des corridors, prennent un avantage silencieux mais décisif. Les autres, tout simplement, subissent. Alors, au final, que retenir individuellement et collectivement pour l'avenir énergétique ? À l'heure où certains relèvent les plafonds, d'autres récoltent les dividendes de la prévoyance. L'image est frappante. Pendant que la Corée du Sud ajuste son plafond de prix tous les 13 jours, dans une course contre la montre qu'elle ne peut pas gagner, d'autres pays, moins exposés, avancent sans bruit. Ce qui semblait être un simple ajustement administratif révèle en réalité une vulnérabilité profonde. Parce qu'au fond, ce n'est pas le prix du litre à la pompe qui compte, mais la structure même du chemin que parcourt l'énergie pour arriver jusqu'à nous. Vous l'avez vu, le monde entier s'est convaincu qu'en multipliant les fournisseurs, on s'offrait une sécurité infaillible. Mais la réalité est plus crue. Quand 30% du pétrole mondial et l'essentiel du gaz naturel de la région transitent par le détroit d'Ormuz, il suffit d'un incident, d'une tension, pour que tout l'édifice vacille. Le vrai pouvoir n'est pas dans la production, mais dans les routes, les corridors, les points de passage. Et pendant que l'Asie et l'Europe s'accrochent à ce goulot d'étranglement, la Russie, avec ses pipelines terrestres, se contente d'observer et d'encaisser. C'est là la vraie leçon. Croire que l'on contrôle son destin parce qu'on a diversifié ses contrats, c'est oublier que ce ne sont pas les papiers qui transportent l'énergie, mais les routes qui la rendent disponible. Une architecture énergétique appuyée sur un seul couloir, c'est une économie, un pouvoir d'achat, une industrie, tout un équilibre social qui repose sur la foi ou l'illusion que rien ne viendra troubler ce passage. Alors, jusqu'où devrons-nous relever les plafonds avant de remettre en cause la logique même de notre sécurité énergétique? La stabilité des nations ne devrait pas dépendre d'un point sur la carte, ni du bon vouloir de ceux qui le contrôlent. Rater cette leçon aujourd'hui, c'est accepter de subir demain, encore et encore, les conséquences des choix des autres. La question reste ouverte. Qu'est-ce que la véritable sécurité énergétique, aujourd'hui ? Est-ce le prix qu'on paie ou la liberté de ne pas dépendre ? À méditer, car le prochain choc pourrait bien ne pas attendre 13 jours.